Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Présentation du livre Mémoire collective des violences politiques en Guinée ce mardi. Il montre des regards croisés sur les violences politiques qui ont marqué l'histoire guinéenne depuis les années précédant l'indépendance jusqu'au massacre du stade du 28 septembre 2009. À quelques jours de la 60e année d'indépendance guinéenne, les préparatifs de la fête se font sentir sur l'autoroute Fidel Castro et par endroits, cet espace bénéficie déjà d'un assainissement et de plantations d'arbres sur le terre-plein central. La 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc Tizo Kata a été lancée ce mardi au centre technique du stade du 28 septembre de Conakry, une compétition qui enregistre la participation de 7 pays dont la Guinée. Encore une fois, bonsoir. Présentation ce mardi à Conakry du livre Mémoire collective des violences politiques en Guinée. La dédicace a eu lieu dans la salle de congrès du Palais du Peuple devant un public massivement mobilisé. Et l'histoire racontée dans ce livre est loin de faire l'unanimité, comme en témoignent les incidents enregistrés lors de la cérémonie. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Ouel Kamara. Cette œuvre de 354 pages retrace l'histoire des soubresauts politiques en Guinée. Ce sont des journalistes de la RFI, des défenseurs des droits de l'homme et des historiens de plusieurs nationalités qui l'ont écrit. Cette cérémonie de dédicace a réuni citoyens et hautes personnalités au Palais du Peuple. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Gassama Diaby, représentant du gouvernement, a indiqué que ce livre n'est pas la vérité absolue. Un avis d'ailleurs partagé par les auteurs. Parmi les coordinateurs du projet, le rédacteur en chef Afrique de la RFI. Pour lui, régler le problème mémorial des violences politiques est un passage obligé. Le problème des violences politiques, c'est qu'elles cristallisent la mémoire. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas résolu ce problème de la mémoire des violences politiques, des personnes qui à la fois les commettent et de ceux qui les subissent, on ne parvient pas à avancer. Le contenu de l'ouvrage ne fait pas l'unanimité. Les victimes du régime révolutionnaire approuvent la démarche. Par contre, les tenants du pouvoir d'alors rejettent en bloc la véracité du document. Parmi eux, ce compagnon de l'indépendance qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration depuis le premier régime. Ce livre est un livre ordurier qui tend à jeter sur le président Ahmed Sékou Touré tout ce qu'il y a comme ordure et afin de pouvoir continuer la guerre qu'on a menée contre lui, contre la Guinée, depuis le 28 septembre 1958. C'est cette même guerre qui continue. À la FIDH, on reconnaît que l'histoire de la Guinée est vaste et ce document ne traite qu'un thème précis, les violations des droits de l'homme. C'est un secret de Polichinelle. Les Guinéens sont divisés sur l'histoire de leur pays. Les auteurs savaient pertinemment que cette publication allait provoquer des grincements de dents. Le livre Mémoire collective a été également présenté ce mercredi aux jeunes étudiants de Conakry au Centre international de recherche et de documentation. L'ouvrage a également fait l'objet de débats et d'amendements devant les écrivains guinéens Mariam Fodé Kamara et Ibrahima Souri Kamara. C'est un livre de 354 pages qui regorge 6 thèmes, dont entre autres corps habillé et la violence politique et ethnicité, l'événement du 28 septembre. L'ouvrage Mémoire collective est le résultat d'un travail collectif qui présente un parcours de 60 ans, l'histoire des violences politiques en Guinée. En Guinée, il y a un problème mémoriel qui est très clair, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à transmettre la mémoire de ces violences politiques d'une génération à une autre. Et donc, il nous a semblé qu'en
En donnant cette contribution, en apportant cette contribution à l'écriture de cette histoire des violences politiques, nous pouvions aider les historiens guinéens justement à avancer dans cette transmission de la mémoire. Des écrivains qui ont assisté à cette présentation saluent le courage des auteurs, mais n'excluent surtout pas la part de responsabilité de la France. C'est les Français qui ont écrit sur l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée, pour l'écrire des mains de Français, je crois qu'il faut beaucoup de délicatesse. Parce que la France n'est pas innocente dans ce qui arrive à la Guinée. Ce qui est arrivé à la Guinée, il y a une bonne part de responsabilité. On parle de violence, c'est vrai, mais la violence n'est pas tombée du ciel. Ce livre financé par l'Union européenne, écrit par des auteurs guinéens et français, suscite la réaction des jeunes. Ils estiment qu'il est désormais de leur responsabilité d'écrire l'histoire de la Guinée. Ce livre également nous interpelle, nous jeunes, de vraiment mettre sur papier ce que nous connaissons et aller à la source, au contact des personnes âgées, à rechercher véritablement ce qu'on appelle l'origine de ces violences, mais aussi l'impact sur l'évolution de notre société. Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée, connaît des critiques. Des écrivains historiens comptent réagir face à l'ouvrage. La crise à la Cour constitutionnelle perdure et fait des rebondissements. Ces dernières heures, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle a indiqué qu'il n'était pas présent lors de l'audience qui avait abouti à un arrêt destituant Kélé Fassal de la présidence de la Cour. Une sortie qui remet tout en cause et qui pose beaucoup de questions sur le fonctionnement même de l'institution. Reportage Mamadou Saluba et Aluba. C'est la troisième crise à la Cour constitutionnelle, la plus longue. C'est aussi la plus prévisible. Parce que depuis à l'entame au niveau de la mise en place de cette Cour, à la composition et les premiers pas, les textes n'ont pas été respectés. Ces textes qui n'ont pas été respectés, c'est d'abord la présence à la Cour des conseillers qui n'ont pas l'âge requis, la prestation de serment du président de la République qui avait pris 2 jours alors qu'il ne devrait en prendre qu'un seul. Et aujourd'hui encore, cette sortie du greffier en chef qui remet en cause cet arrêt rendu le 12 septembre 2018. Le fait pour le greffier de ne pas être à côté, voilà qui montre que ce n'est même pas un arrêt, parce que c'est l'arrêt qui doit être avec la signature du greffier, c'est lui qui tient la plume. Les conseillers fondeurs ont donc manqué d'inspiration juridique selon Mohamed Kamara, et le président de la Cour a lui aussi rendu des arrêts, sachant que certains conseillers n'avaient pas l'âge requis pour être à la Cour. Des violations de loi de part et d'autre, Mohamed Kamara pense qu'il faut au préalable une enquête de moralité. Il est bon aussi que les institutions qui désignent des personnes n'ont qu'à faire toujours une enquête de moralité avant de désigner les personnes. Le défaut d'âge par exemple, c'est terrible. Quelles sont les personnes qui ont voté pour ces personnes? Elles ont leurs responsabilités, en fermant les yeux sur ces manquements. Avec cette crise, la Guinée ne vend qu'une seule image, la plus mauvaise. Présentation ce mercredi à Conakry du schéma directeur de l'agriculture irriguée. L'étude est initiée par le gouvernement guinéen en collaboration avec la Banque mondiale. Ce schéma directeur est un outil de planification d'orientation pour le ministère de l'Agriculture afin d'identifier l'ensemble des domaines irrigables dans le pays. Malik Siongana Kamara et Aboubakar Din Kamara pour le reportage. Pour le représentant de Chair Tropique Guinée, ce programme prend en compte plusieurs aspects pour un objectif global. L'objectif ici, c'est de donner au gouvernement guinéen un outil de décision pour pouvoir expliquer aux gens, dans telle zone par exemple, on peut cultiver telle culture, dans telle zone, on ne peut pas cultiver une autre culture. Donc il y aura des études hydrologiques, des études pédologiques, des études aussi topographiques. Selon les données, environ 40 000 hectares sont actuellement aménagés sur le territoire national et environ 2500 hectares en maîtrise totale. Une étude rendue possible grâce à l'appui du Bureau des chaires et de la Banque mondiale. Ces 3 outils sont des outils de planification intégrés qui ne sont pas exécutés de façon séparée, qui vont permettre de disposer d'outils permettant la mise en œuvre, notamment
du projet du programme national d'investissement dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire NIASA. Avec ce schéma directeur, la Guinée pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit de mettre en œuvre les différentes recommandations du Bureau Cher. Mettre en place par an, à peu près, ou mettre en œuvre par an, à peu près 6600 hectares d'aménagement hydro-agricole, dont la moitié en maîtrise partielle, d'autres en maîtrise totale. Donc la maîtrise totale, c'est un peu on peut dire, une nouveauté pour la Guinée, parce qu'il n'y en a pratiquement pas, ou presque pas. Ce grand programme très ambitieux devrait être accompagné, disons, de deux autres programmes. Le schéma directeur du développement de l'agriculture irriguée fera naître deux autres projets, courant 2019. Dans la foulée, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne félicite les 8 conseillers de la Cour constitutionnelle pour avoir accepté de différer l'élection d'un nouveau président à la tête de la dite institution. Il estime intensifier les efforts de médiation pour régler ce conflit à l'amiable. Par ailleurs, le CNOCS a tenu à rappeler que s'ils ne s'entendent pas alors, la loi 06/CNT contient les dispositions pour le règlement de conflits à la Cour constitutionnelle auquel tout le monde doit se soumettre. Alcéné Barry et Alcéné Camara. Faut-il parler d'un pas vers le dénouement de la crise à la Cour constitutionnelle? Les 8 conseillers ont accepté de différer l'élection du nouveau président de l'institution. Une médiation que le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne revendique la paternité. Le CNOCS félicite vivement les deux parties en conflit pour cette ouverture et les invite à persévérer dans cette unique direction, à l'amiable, leur permettant d'honorer et de mériter les lourdes charges dont ils sont investis et dont ils connaissent et mesurent amplement le sens et la portée. Dans cette médiation et facilitation, le CNOCS s'appuie sur le respect et l'application des dispositions de la loi 06/CNT du 4 octobre 2011 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le CNOCS estime que la médiation est bénéfique pour les 9 membres et y va de la crédibilité de l'institution. La structure s'engage à intensifier les actions pour amener les protagonistes à la raison. Le CNOCS rappelle que faute de ce règlement à l'amiable, la loi 06/CNT contient des dispositions pour le règlement des conflits à la Cour constitutionnelle auquel tout le monde doit se soumettre. Dans cet éventuel cas, les institutions et entités en charge de l'application de cette loi doivent, en ce qui les concerne, agir dans les délais requis pour le rétablissement de la normalité et de la régularité dans le fonctionnement de l'institution. Reste à savoir quelle sera la suite de la crise, car faut-il le noter, les forces vives menacent de prendre les rues. Les préparatifs de la fête de l'indépendance guinéenne se font sentir par endroits. C'est le cas de l'autoroute Fidel Castro qui bénéficie déjà d'une toilette et de plantations d'arbres sur le terre-plein central. Abdourahmane Ba et Aliouba ont fait le constat pour vous et suivez. À une semaine de la fête de l'indépendance guinéenne, des initiatives se multiplient pour rendre la capitale propre, comme ici au rond-point aéroport, où les commis à la tâche s'attellent à débarrasser la place jardinière des herbes sauvages. Ce, malgré l'image horrible que donnent les fosses septiques. La saleté, l'insalubrité, c'est notre habitude maintenant. On peut pas dire ça. On ne peut pas faire ça et traiter ça en un seul jour ou bien préparer une fête pour dégager les ordures là. Je pense bien que cela n'est pas bon pour une ville qui répond aux normes. Si ces ordures sont devenues un quotidien pour les Guinéens, l'image de la ville n'est tout de même pas encore à son jour de fête, car ces fleuristes n'ont pas encore exécuté la moitié du travail. Nous sommes sous ce niveau non seulement nettoyage au niveau du trottoir, mais aussi l'implantation des fleurs jusqu'à vers le 8 novembre. Si toutefois les matériels sont présents, c'est possible qu'on arrivera quand même. En tout cas, on fera tout quand même de faire notre maximum pour qu'on puisse atteindre d'ici le jour. La 60e année doit marquer les esprits notamment par des bonnes infrastructures routières et urbaines. Mais malheureusement, le pays est loin du compte. Ce jeune,
déplorent le retard qu'a pris les travaux préparatifs. Comme il y a un adage qui dit que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève notre chien, on peut dire ça c'est très tard. Mais 1 est plus que 0, vaut mieux tard que jamais. C'est pas mal aussi quand il plante. Mais cela allait être fait 1 mois au minimum ou 2 mois avant cela pour que les fleurs qui seront posées vont répondre aux normes. À 7 jours du 2 octobre, seulement l'autoroute Fidel Castro a pu bénéficier de ces quelques retouches qui n'affichent en rien l'arrivée d'une date mémorable. L'enseignement préuniversitaire doit-il craindre une crise avec les menaces du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée? La situation inquiète l'association scolaire et estudiantine de Guinée qui a rendu publique une déclaration dans laquelle elle a mis en garde le syndicat et le gouvernement. Et suivez cette déclaration avec Mamadou Saliouba et Aliouba. Du SLEG à propos de l'ouverture prochaine des classes à l'occasion de l'année scolaire 2018-2019. Nous prenons également acte des déclarations du Premier ministre chef du gouvernement en faisant allusion aux revendications de la partie syndicale. Ainsi, nous entrevoyons entre ces positionnements les lueurs d'une nouvelle crise qui malheureusement profile à l'horizon au sein de l'école guinéenne. Nous tenons à rappeler que la dernière grève dont notre école a connue a laissé une séquelle indélébile sur un secteur aussi noble que l'éducation. Malgré l'augmentation des fameux 40% sur les salaires de nos enseignants, les conséquences horribles de cette grève sont encore palpables. À cet effet, nous demandons au gouvernement de garantir aux élèves une rentrée scolaire sécurisée et décente dès le mercredi 3 octobre 2018, comme ce sera le cas pour l'enseignement supérieur. Telle est sa responsabilité absolue, car nous avons droit à l'éducation. Au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG de comprendre que nous sommes favorables à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais nous nous opposons absolument au boycottage de la rentrée scolaire prochaine au nom d'une revendication pécuniaire quelconque, car l'avenir de la jeunesse guinéenne est au-dessus de tout. Le ministère de l'Éducation et celui de la fonction publique ont conjointement animé cet après-midi un point de presse et l'objectif pour ces deux départements est de procéder à l'identification du nombre exact des fonctionnaires enseignants et préparer la rentrée du 3 octobre. Reportage Mamadou Sadio Baldé. Il était question pour Maurice Sangaré de montrer les résultats d'une opération de contrôle ayant conduit à déceler 11 148 agents qui manquent à l'appel. L'opération aurait été menée entre mars et mai 2018. Elle comporte des renseignements précis sur les lieux de travail, la région, la préfecture, la sous-préfecture, le numéro matricule, le nom et les prénoms de chaque enseignant. Selon le ministre Maurice Sangaré, sur instruction du chef de l'État, ce contrôle a été confié au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est dans ce sens que les agents de l'administration du territoire, notamment les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs, l'ont mené. Sur chaque liste, les différentes autorités ont certifié l'authenticité en y apposant leur signature et leur cachet. Les listes recueillies ont été transmises par les gouverneurs au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après la réception des dites listes, elles ont été numérisées et saisies par une équipe mise en place à cet effet par la société Innovatech. Les agents concernés ont peu de temps pour apporter leur justification, sans quoi ils verront leur salaire gelé et le licenciement suivra, a expliqué le secrétaire général de la fonction publique. Comme disait tout à l'heure le docteur Bano, ce n'est pas une évidence que ces 11 148 soient des fictifs. Dans ce lot, il se pourrait qu'il y ait des enseignants qui ont certes fait des mutations, c'est-à-dire quitter le secteur. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une invite par la suite au SLEG de surseoir à leur grève et participer à la rentrée scolaire le 3 octobre.
Startup Guinée lance un nouveau service. Il s'agit du réseau des services Point Relais, une structure qui consiste, selon les initiateurs, à créer plus d'emplois pour les jeunes et contribuer à l'innovation d'éthique. Gibril Ba et Mohamed Aloussini Kamara. Startup Guinée, décidément, veut participer à la résolution de l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Guinée. La structure innove et lance son réseau service Point Relais. Selon son directeur général, le réseau cible dans un premier temps des migrants pour leur réinsertion. Offrir aux Guinéens le maximum de services carrément depuis chez eux. L'ambition a été réussie dans d'autres pays. Aujourd'hui, en étant avec l'OIM, en recrutant déjà, on va démarrer dès la semaine prochaine, en intégrant au moins 100 jeunes migrants. Notre ambition, c'est d'ici le 31 décembre de pouvoir recruter 400 jeunes migrants guinéens. Kangui et ses collègues comptent prendre un nombre plus important des jeunes, les mettre dans les secteurs agricoles, bancaires et de microfinances grâce à l'innovation des technologies de l'information et de la communication. En mettant en place ce projet, si on le réussit dans 12 mois ou dans 18 mois, ça veut dire que 8000 jeunes Guinéens nous auront rejoints. C'est vrai, l'ambition est assez, c'est quand même assez, on voit assez loin. Mais je pense que ça correspond un peu à nos moyens aujourd'hui. Par le biais des services Point Relais, les conférenciers voudraient aussi expérimenter pour la première fois en Guinée l'assurance santé dans les téléphones mobiles. Ce qui n'est pas anodin, ont indiqué les initiateurs. C'est une batterie de services, une batterie d'activités complètement innovante, complètement up-to-date, comme on dit dans le jargon. On veut faire du service 2.0. Carrément, c'est notre ambition, satisfaire les Guinéens et, avec la vocation sociale ici, essayer d'aller plus loin pour recruter le maximum de jeunes Guinéens. Les différentes communes de la capitale bénéficieront d'abord de cette opportunité, puis s'en suivra à l'intérieur du pays. Et comme toujours, les Maliens vivant en Guinée ont célébré leur fête nationale et cette fois, ils ne l'ont pas fait à Conakry mais à Kankan, un choix longuement réfléchi qui part de l'Empire mandingue aux relations amicales entre le Mali et la Guinée. Reportage Mamadou Saluba. Ils sont loin de leur pays, mais pour rien au monde, les Maliens vivant en Guinée ne manqueraient cette occasion. En grande pompe, ils ont célébré leur fête nationale à Kankan, un choix jamais fortuit. C'est à Kankan encore que va abriter le projet ambitieux du port sec du Mali et probablement aussi le chemin de fer pour accélérer l'intégration économique entre nos deux pays. C'est aussi en Haute-Guinée que se trouve le Soso-Bala, patrimoine culturel commun à la Guinée et au Mali. Depuis l'indépendance du Mali en 1960, c'est la première fois que les Maliens vivant en Guinée célèbrent leur fête d'indépendance à l'intérieur du pays. Et pour cette première, Kankan est honoré, le gouverneur de la ville témoigne. Bon anniversaire. La fête d'indépendance du Mali est aussi la fête d'indépendance de la Guinée, parce que nos peuples sont indivisibles. C'est pourquoi je dis, vive le Mali, vive la Guinée, vive le président Aboubacar Keïta, vive le professeur Alpha Condé, vive la paix. Auparavant, les deux nations ont chanté leurs hymnes nationaux. Puis, des satisfecits ont été remis au bureau du Conseil des Maliens en Guinée, en guise de remerciement. À l'occasion de la nouvelle année musulmane, une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de bénédiction a été organisée à Kankan chez l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé, une mobilisation islamique qui a connu la présence de plusieurs centaines de musulmans. Et l'Haj Baba Girassi, invité spécial de l'événement, se dit heureux d'avoir pu participer à cette rencontre islamique. Alpha Omar Baldé et Kerno Sadouba nous font le compte-rendu. Ne vous inquiétez pas. Nous n'assistons pas à une pénurie d'eau en Guinée. Et nous ne sommes pas non plus dans un camp de réfugiés où la ration d'eau est insuffisante. Ce sont des fidèles venus à la quête de l'eau bénite du célèbre puits de Kankan, chez El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé. Le grand érudit est obligé d'interrompre ses incantations pour venir rassurer ses adeptes.
Que les fidèles partent chercher l'eau au puits, je suis en train de finir un travail dans la maison. Si Dieu le veut bien, ça sera une très bonne chose pour nous tous. À partir de cette nouvelle année, de grands changements vont s'opérer dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Vous en serez tous témoins. Ils sont des centaines venus de tout le pays et même de l'étranger, dans l'espoir d'avoir quelques gouttes d'eau miraculeuses et des bouts de bénédiction. Parmi eux, un invité spécial. Il s'agit du président de la Chambre régionale d'agriculture de Boké. Tous les gens qui viennent ici, ce ne sont pas des gens qui viennent pour rien. Ils viennent parce qu'il y a le nom de Dieu et on n'est pas venu pour le châtain, on est venu pour le nom de Dieu, pour demander le bon Dieu, pour qu'il fasse avancer le pays là. La route a été longue, mais El Hadj Baba Girassi ne regrette pas avoir effectué le déplacement de Boké à Kankan pour assister à cette mobilisation religieuse. La distance ne me fatigue même pas parce que les bénédictions c'est à chercher. On est venu ici pour assister à une cérémonie de lecture du Coran plus d'une centaine de fois. Donc ça vaut le coup. L'homme quitte ici pour partir à la Mecque pour faire le pèlerinage. Ici aussi, partout où le Coran existe, on vient pour chercher les bénédictions là-bas. A rappeler qu'au cours de cette cérémonie de prière, l'éminent érudit a été nommé par ses pairs vice-président de la communauté des érudits, Khalif et Waliou de Guinée. La 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc à Tizogata a été lancée ce mardi au centre technique du stade du 28 septembre de Conakry, une compétition qui enregistre la participation de 7 pays dont la Guinée. Et l'ouverture de la compétition a connu la présence des responsables du département des sports et de plusieurs autres cadres, Alpha Omar Baldé et Mamadou Aluba. Cette marque de confiance honore la Guinée, nous reconforte et renforce notre détermination à poursuivre sans cesse les efforts de soutien à toutes les disciplines sportives en général et celle du tir à l'arc en particulier. C'est sur ce mot que je lance au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, la 10e édition du Tizogata. C'est par ces mots que la compétition a été lancée ce mardi à Conakry. Pour cette 2e année consécutive, 6 nations, entre autres la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Bénin et le Togo, ont répondu à l'invitation de la Guinée. Cet exploit est à mettre au compte de Mme Sila Aïssata Thiam, présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, déterminée à faire rayonner cette discipline olympique dans le pays. Nous avons 7 pays qui ont répondu, massivement d'ailleurs. Donc vraiment, je suis satisfaite, mais pas totalement parce que la compétition n'est pas encore terminée. J'ai besoin aussi de rafler beaucoup de médailles d'or pour la Guinée, parce que pour organiser, oui, c'est bien beau, mais avoir assez de médailles aussi, c'est encore mieux. Les chefs des délégations des nations invitées se disent séduits par l'implication effective du gratin des autorités sportives du pays dans l'organisation du tournoi. Ils promettent toutefois une concurrence rude. Nous voulons remporter toutes les médailles, mais comme dans le sport, un seul pays ne peut pas tout prendre. Alors nous prendrons le maximum, mais nous laisserons un tout petit peu aux autres pays qui sont là. Pendant 3 jours, à l'annexe du stade du 28 septembre, les archers engagés dans la compétition vont rivaliser en individuel et en équipe série hommes et dames, puis en équipe mixte sur les distances de 20, 50 et 70 mètres. Page noire dans cette édition d'information, l'ancien international footballeur guinéen Amadou Sita Bangoura n'est plus, décédé hier à Bonfi dans la commune de Matam des suites d'un arrêt cardiaque à son domicile. Et l'enterrement a eu lieu ce mercredi. Moussa Kamposouma et Mohamed Bangoura pour plus de précisions. Amadou Sita Bangoura est né le 2 février 1982 à Conakry. C'est en 1998 qu'il commence sa carrière footballistique dans les clubs AS Hirondelle de Bonfi, puis Baraka SGG de Koleya en 1999. En 2002, il quitte Baraka pour rejoindre l'AS Kaloum. Son talent va lui permettre de découvrir le royaume chérifien Maroc. Mais l'aventure ne dure pas.
Après seulement une année, il est de retour au pays pour défendre les couleurs du club Étoile de Guinée. Avec ce club, il sort pour la campagne africaine en Coupe de la CAF en 2004. En 2006, Amadou Sita Bangoura va connaître sa première sélection en équipe nationale, version locale, pour la Coupe amicale Cabral, où d'ailleurs il a été sacré. En 2007, il quitte l'Étoile de Guinée pour le Nigeria, où il pose ses valises à Dolphins Football Club. Vers 2008, il est coopté par l'ASFAC, d'où il participe à la Coupe du monde militaire en Hollande. Amadou Sita Bangoura est décédé ce mardi 25 septembre 2018 des suites d'un arrêt cardiaque. Le corps de Sita Bangoura a été exposé ce mercredi 26 septembre au Grand Carrefour Michelia de Bonfils. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un vibrant hommage avant la prière funèbre à la grande mosquée de Bonfils. Il a regagné sa dernière demeure au cimetière du dit quartier. J'ai été l'ami à Sita Bangoura de l'AS Kaloum et de l'équipe nationale. C'est un jeune vraiment qui est poli, gentil, très humble, très respectueux. Et moi, je l'ai eu comme joueur au Baraka SV, où il a rendu d'énormes services. À un moment même, je lui ai confié le brassard. Et récemment, il s'est reconverti en entraîneur. Mara giri nara adena coupe Cabral mais mara giri to fara gwa ka fe na tama na guru amuno sesera bade mais to semuna mutanyira mudi mera kurma na ganna aga mange ka matu e ka na matu e ka na matu e no mo mali di me ka fera. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.